Welcome to the wonderful world of punk. Be careful, for they have long teeth and bite everyone who doesn't like punk music. Feed them only with beer and never say disco in front of them. Thanks. Have fun. 1, 2, 3. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode du podcast Du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer et n'écoute pas les Jean-Michel Rallistes puisqu'ils sont des rouages du système. Je dis toujours qu'on parle de jeux de rôle sans y jouer, là, disons qu'à 2 tiers, j'ai pas joué au jeu. Mon blaze, c'est Célène et je suis toujours accompagné d'Alice. Comment vas-tu, Alice ? Eh ben, on avance doucement de la fin de l'année, déjà. Je me fais réflexion parce que l'année dernière, je sais plus si c'était pour l'épisode de novembre, décembre ou janvier, février, j'avais fait une remarque en mode, je sais pas pourquoi, mais je sais que 2025 va être mieux pour moi que 2024. Oui. Je dirais pas que j'ai eu tort. Par contre, je vais dire qu'à l'avenir, je vais arrêter de dire des conneries pareilles. Ça serait pas mal. Oui, ça fait mauvais genre dans les marathons après. Voilà. Et toi, du coup, comme ça va ? Bah, moi pareil, un peu la fatigue de la fin de l'année, les jours raccourcissent, moins d'ensoleillement, tout le monde est fatigué, voilà, c'est toujours un petit peu dur. Là, j'avoue qu'écrire 2 épisodes dans le mois, ça a été un petit peu vénère. Ouais. Même si, pour tout dire, j'ai dû écrire cet épisode en 1 heure, 1 heure et demie, maxi, je dirais. Et ben écoute, c'est comme ça, mais c'est plus ou moins thématique. Je fais vite fait un point sur les pledges que j'attends. Est-ce que toi, tu as pledgé des choses ? Alors, non, mais après l'enregistrement, je ferai un pledge si tu veux. C'est à la fois un jeu de tarot, mais c'est aussi un jeu de rôle, même potentiellement 2. Je vois duquel tu parles. Bah, je t'avais envoyé le lien, tu l'avais déjà, tu m'as dit. Oui, je l'avais déjà vu, et puis Instagram m'a bombardé de pubs pour ce Kickstarter, qui s'appelle donc Life After Everything Astrocian. Donc un tarot assez cosmique en termes d'imagerie. C'est holographique. Ouais, il est trop beau. Magnifique, voilà. Et qu'il y a un jeu solo qui est associé à la base, un jeu narratif. Mais en plus, pour ce qui est du Kickstarter, il y a aussi une collaboration avec un autre organisme. Et donc, du coup, il y a aussi un jeu à plusieurs, un jeu de rôle un peu plus tradi, avec un MJ et tout ça, qui se passe dans l'univers aussi, qui est un autre... des livres... 2 livres, un livre de base et un livre pour la MJ. Ah, cool. Le palier, le pledge avec cet élément-là a pas le même prix non plus, qu'on se le dise. Ouais. Je sais pas encore quel niveau j'ai pledge. Mais donc, elle a l'air bien cool. Et pourquoi je l'ai pas fait ? Parce que pour ce coup-ci, je m'excuse pour pas l'avoir fait jusqu'à présent. La limite que je me suis donnée en termes de tarot, c'est de prendre grand maximum, vraiment maximum, 8 par an maximum, répartis dans l'année. Donc ça tombe bien. En plus, 8 est un nombre qui me suit un peu partout. Et ça tombe bien parce qu'il y a 8 sabbats principales. Donc je comptais attendre Yule pour le prendre, sauf que là, le pledge s'arrête dans 42 heures. Donc je ne vais pas pouvoir attendre le 21. Ah oui, donc il va peut-être falloir se dépêcher un peu. Ouais. Donc c'est pour ça que je vais le faire ce soir. Mais ce sera l'équivalent. Ce sera Yule avant l'heure. Ok. Ce sera Joule, donc. Non, c'est dramatique, je ne peux plus lire Yule sans penser à Joule, c'est horrible. Triste. Vraiment, c'est une malédiction. Écoute, c'est comme ça. Bon, moi, de mon côté, ça va finir en poké rap, cette histoire. Je suis en train de me dire, j'en ai tellement, je pourrais faire un poké rap, tu vois. Un jour où j'aurais bu avant d'enregistrer, je ferai un poké rap des pledges que j'attends. Je vais juste renommer les pledges que j'avais déjà dit l'autre fois. Puis je ferai un petit point sur ce qui s'est passé, puisque y en a un que j'ai reçu notamment, et puis j'ai pledge 2 autres, donc voilà. Donc j'attends toujours, genre, ça va, on peut se calmer, tout va bien.
J'attends donc In Vino Veritas de Dirty Clean Crew, Licorne d'Abondance de Dendrobat, Finn Gazer de Trevor Mays, Dog Eat Dog de Central Michigan University, Defy the God de Chris Sellers, Brindlewood Bay, donc chez Storyline, Célène Oscure de Maison Nébuleuse et Un jour de plus d'Alnom 6. Ouais. Donc, par rapport à il y a 2 mois, j'ai reçu Hieronymus. Je l'ai pas encore lu, je l'ai un peu ouvert, je fais c'est beau, et puis je l'ai remis dans sa boîte parce que c'est un jeu qui a une boîte. Donc je l'avais déjà dit, j'ai Majestic 12 et les dédicaces qui vont avec. J'ai pledge 2 jeux entre temps, ce qui me ramène à 10 pledges en attente. Donc c'est ouf, ça va. Quand il y a un seul chiffre, ça va pas, mais 10 c'est bon. Donc j'ai pledge le jeu officiel Ghost in the Shell fait par Mana Project Studio. Tu m'enverras un lien. Oui, je me demande si le pledge n'est pas déjà fini, mais... Ça t'empêche. Ne serait-ce, tu sais, pour garder un œil, tu vois. Donc, au moins, ça permettra, tu vois, de visuellement, tu vois, situer la patte du truc. Puis si je le recroise, tiens, c'est bon, je situe. Alors, achète le PDF parce que vraiment, tous les trucs physiques sont hors de prix. Ouais. Ça a l'air beau, hein, mais hors de prix. Okay. $22 le PDF. Ah voilà, c'est ça, c'est $75 le truc physique plus les ports. Sachant que le manuel sera à 75, enfin, je dis dollars, c'est des euros. Le manuel sera à 75 € dans le commerce. Tu fais, non, en fait. Donc, PDF offert à ce prix-là, t'espères bien. La version collector à 110 €, donc le double. Et puis après, voilà, t'as le truc où il y a tout à 130 balles, voilà. Non, pardon, t'as pas les dés. Si, t'as les dés. Qu'est-ce qui change entre la version Wizard Hacker et Augmented? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que des fois, il y a des Kickstarter où il y a beaucoup d'éléments sur certains tiers. Non, mais tu passes de rien à 10 trucs. Et il n'y a pas... c'est vraiment assez absurde, quoi. Pour te situer, Life After Everything, le pledge le plus élevé, il est à $1111. Ah oui. Sympa, ouais. Il y en a quand même 8 qui l'ont pris, hein. Il y a des gens qui sont déterminés. Bon, ça comprend 2 versions différentes du deck, 2 manuels qui sont quand même assez conséquents, un set 2D, enfin bon... ça ouais, j'entends, mais bon, je trouve ça quand même excessivement énorme, cher. Quoi. Mais bon, là, ce qui est cool, c'est que c'est du Forge in the Dark, et il y a déjà un kit de démo qui est téléchargeable. Qui a l'air assez sympa, donc voilà. Mais je te l'envoie tout de suite. Je sais pas pourquoi je n'ai pas la date de fin du projet, c'est assez fou quand même. Ah non, la campagne est terminée, ouais. Mais tu dois encore pouvoir placer peut-être en late pledge. Ah non, c'était 27 novembre. Voilà, cette campagne est intégralement financée depuis le 27 novembre, mais son offre de récompense n'est pas encore épuisée. Il y a des decks de tarot comme ça que j'ai, beaucoup d'ailleurs. Il y en a beaucoup que j'ai... Vu que du coup, je regarde que de temps en temps, ça m'arrive souvent de voir les Kickstarter une fois qu'ils sont terminés, mais ils ne sont pas encore fermés. Bon, bref, voilà. Et deuxième jeu que j'ai pris, c'est Villain's Quest RPG, ou Villain's Quest tout court, hein, je ne sais jamais comment l'appeler. C'est un jeu de rôle japonais qui est une parodie d'Heroic Fantasy. Et la catchphrase, c'est plonger dans Villain's Quest où AD&D rencontre les Power Rangers. Et donc tu joues les méchants. Ok. Ça a l'air absolument débile, donc voilà. Moi, j'ai pris en physique. 35 balles le livre et le PDF, c'est correct. Et 10 € de frais de port après. Bon, voilà. Il est grand temps, donc disais-je, de passer aux indices. Et comme d'habitude, je commence par la question, puisque j'ai une question pour toi, bien sûr. Cette question, vous pouvez la retrouver sur le Discord, normalement depuis hier, on enregistre le 17, mais comme je l'ai écrite aujourd'hui, je vais la mettre tout à l'heure quand on aura fini d'enregistrer, donc ça se trouve, ce sera le 18. Et donc la question est la suivante. Ah non, la question c'est toujours le 18, donc ce sera le 18, pardon. Quel est le jeu de rôle le plus atypique, que ce soit dans sa forme ou dans ses thèmes ou dans ce que tu veux au final, auquel tu as joué? Alors, pour le coup, j'ai d'essayer de citer des jeux qu'on n'a pas déjà chroniqués. Oui. J'ai donc 5 réponses à te donner. Ah ouais. J'en ai que 4. 3 qui ont déjà été chroniqués dans l'émission et 2 qui ne l'ont pas été. Ok. J'ai eu beaucoup d'hésitation. Pour ceux qui ont été chroniqués, parce qu'ils sont tous justement différents, différemment, justement, tout le principe. En toute logique, oui. En toute logique. Il y a Alice is Missing. Ouais. Un jeu totalement silencieux. Enfin, franchement, ça reste dans une expérience assez unique, je trouve. Tu sais que je n'ai même pas pensé à le mentionner. Ouais. Mais bon, j'ai peut-être des jeux un peu plus bizarres encore que ça. Mais...
Sinon, il y a aussi Ex Nihilo, Ah oui. qui est très particulier pour le coup, et voilà, qui a un style très, très unique, pareil, je trouve qu'il a pas mal fait dépasser les limites de ma pratique holistique. Et puis, Survivre au crépuscule, je trouve. Moi, en tout cas, personnellement, par rapport à mon expérience holistique, ça a été quelque chose d'assez unique, je trouve. Peut-être un peu moins que les deux autres, je dis pas. Oui, effectivement, je pense que c'est moi. Mais c'est vrai que il n'y a pas vraiment de jeu. Enfin, il n'y a pas de jeu de versus vraiment. Enfin, C'est ça. Je veux dire, même Murderous Ghost, auquel on avait joué, c'est pas un jeu vraiment d'opposition, quoi. Il y a un personnage qui explore, et il y a une espèce de MJ qui va gérer l'environnement pas tellement, mais qui a des moves un peu particuliers, quoi. Mais... Et puis, c'est un jeu d'opposition, mais avec une narration partagée. Je trouve que c'est assez unique à cet égard-là. Oui, c'est vrai que je sais pas, je me rappelle plus déjà de cet épisode-là, vraiment, même si je l'ai réécouté au cours du marathon, mais écoute, on a fait beaucoup d'épisodes, donc je l'ai plus en mémoire celui-là. Je sais plus si j'insistais vraiment sur le fait que c'est effectivement un jeu d'opposition, mais en fait les personnages sont en opposition, mais on va plus être en collaboration pour faire une histoire cool. C'est ça. C'est un jeu en posture d'auteur en fait. Et c'est assez drôle parce que là, je vais faire un petit peu d'anecdote. Juste avant qu'on enregistre, j'ai dit que j'avais 4 réponses à cette question, puis là, Oui. j'ai dit 5 en enregistré. Là t'en as déjà 5, et là t'en as une 6e, c'est ça? 6e en tête. Je te connais trop bien. Mais au moins, ça fait l'équilibre parce que du coup, ça fait 3 côtés de chroniqués et 3 qui n'ont pas été chroniqués. Alors ça va. C'est bien. Et dans les jeux pas chroniqués, qui pareil, je trouve, en tous les cas, de ce que j'en connais, me sonne assez exceptionnel. Il y a Jardin des Esprits, qu'on avait vu ensemble. Oui, c'est vrai. Alors, on fera un épisode dessus, t'inquiète pas. On fera un épisode dessus, ça, j'en doute pas. Oui. Mais voilà, qui je trouve est assez unique dans la façon... Parce que ça fait partie des très nombreux jeux qui utilisent des cartes, mais qui utilisent de manière assez unique, je trouve. Ça crée plus qu'un lien, un attachement aux cartes, en Oui, fait. totalement. C'est assez unique à cet égard. Un autre jeu que j'avais oublié son existence, puis en réfléchissant à cette question, ça m'est revenu en tête. Roll for Shoes. Ah oui. Je me suis souvenu de l'existence de ce jeu et que j'y avais déjà joué. Mais oui, je trouve qu'il est assez... Je ne saurais pas forcément dire pourquoi, mais sûrement pas sa simplicité. Je le trouve assez unique en son genre, pour le coup. Enfin, je sais pas trop l'expliquer. Tu vois. Il y a un minimalisme assez beau, quoi, je trouve, c'est vrai. C'est ça. Et alors, le dernier jeu, donc je viens d'y penser, parce qu'en soi, je n'y ai pas joué, mais j'ai commencé à le lire, c'est Symposium. Ah oui, forcément que tu as commencé à le lire. J'ai commencé à le lire. Il est un peu moins original, parce que ça reste un jeu pour l'arène, si tu veux, mais je sais pas, je trouve qu'il est pas tout à fait dans le même... Je trouve qu'il se détache un petit peu. Après, bon, éventuellement, on pourrait mettre ceci de côté, ça fait quand même 5 réponses, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il se détache pas mal de la formule. Mais après, c'est peut-être moi qui me fait des idées. Il fait plus jeu de plateau que jeu de rôle. Ouais. Même par rapport à pour l'arène, tu vois. Le fait de dire, à chaque tour, tu dois défendre une école de pensée différente, machin et tout. Il y a un côté... ludique, tu gagnes des points, en fait. C'est ça. Ludique au sens de la GNS. Hein. J'entends bien. Ludiste, quoi. Et vraiment, le but, c'est de gagner des points. C'est vraiment... Donc, et pour moi, un jeu qui est plus sur la pente ludiste de la GNS, donc, je vais redévelopper en 2 mots. Donc, c'est une théorie de classification des jeux. Elle n'est pas parfaite, il y en a d'autres. Voilà, je pense que les précautions d'usage ont été dites. Donc c'est ludisme, donc gamism, narrativisme, narrativism, et simulationnisme. Donc voilà, GNS pour ça, hein, cherchez pas trop. Donc LNS pourrait-on dire en français. Les jeux ludistes, ça va être Donjons et Dragons est franchement plutôt ludiste dans l'idée. C'est-à-dire qu'il faut bien jouer son personnage. C'est un jeu où, en fait, j'aime bien cette définition-là. C'est des jeux où, quand tu gagnes, tu peux te permettre de te vanter. Ouais. Je trouve que ça résume excessivement bien. Enfin, voilà. J'aime beaucoup cette définition. Et pour moi, du coup, Symposium s'inscrit là-dedans. De dire, par exemple, j'ai réussi à défendre, est-ce que la vérité est importante en jouant cette école de pensée qui est aide de droite. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a vraiment une école philosophique où, en fait, c'est aide de droite. Je vais aller chercher maintenant, forcément. C'est Fabulousness.
ou l'alcibiadésisme. Mhm. Donc l'école d'Alcibiade, l'alcibiadisme pourrait-on dire. Je ne le connaissais point. Un homme d'État athénien, orateur et général. Ah oui, d'accord. Voilà, et en fait, bon, je lis parce qu'on est dessus. Donc le but de la vie est d'être plus grand que la vie. Soyez rappelés, faites en sorte qu'on se rappelle de vous parce que vous êtes mythique, incroyable et épique, avec très peu d'intérêt pour la fortune, le pouvoir et le statut. Voilà. À moins qu'il n'augmente la légende incroyable que vous êtes. Donc, être de droite. Effectivement. Après, donc, rapidement, narrativisme, c'est jouer un peu pour voir les retournements de situation. C'est ça c'est ça les choses positives qu'on va rechercher dedans. Et simulationnisme, c'est simplement embrasser les canons esthétiques d'une œuvre. Oui, parce que c'est pas le simulationnisme à la française qui est de dire waouh, c'est une simulation d'un jeu incroyable et tout. Regardez, si je tape sur cette porte, eh bien, elle a un indice de résistance de 4, ce qui veut dire qu'il me faudrait au moins un truc avec un indice de pénétration de 5 pour le casser. Et voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Mais oui, un jeu quand même super intéressant. Alors, cela dit, on pourrait peut-être un petit peu dire pourquoi tu es en train de lire ce jeu. Ça pourrait, ma foi, t'attirer peut-être un peu de monde aussi. Oui. Est-ce que tu veux que je le fasse? Est-ce que tu veux le faire? Vas-y, fais-le. Je vais commencer par parler de moi, et puis j'en reviendrai à toi sur la fin. Comme ça. Tu auras l'effet de récence. J'aurai l'effet de primauté, tu auras l'effet de récence. Donc, tous les ans, au mois de mars, mon club de jeux de rôle, donc le CROM, le Cercle Rôliste Marseillais, petit indice, ça se passe à Marseille, fait son événement ouvert au public qui s'appelle le CROM Day. Bon, dans les faits, on est beaucoup entre nous, mais voilà, c'est quand même ouvert au public, dans l'absolu. Et en fait, donc, bon, on fait des tables, donc faut réserver, on se fait une bouffe le midi dans un resto, et tout. Enfin, on a privatisé un truc pour toute la journée, on se fait une bouffe, on se fait des parties de jeux de rôle l'après-midi, et voilà. Et c'est très cool. Et à chaque fois, il y a un thème. Et là, le thème, c'était barbare. Alors, barbare, je me dis, bon, est-ce que je fais Barbarian the Musical? Est-ce que je fais Sonia et Conan contre les ninjas? Puis je me dis... Le problème de Barbarian the Musical, c'est qu'il va falloir chanter, éventuellement, en tout cas mettre de la musique, et bon, on va être dans un restaurant avec au moins 4 autres tables à côté, c'est pas très donc pratique, ça va être un peu compliqué de diffuser de la musique, voire de chanter, donc on va peut-être oublier Barbarian the Musical. Un jour, Barbarian the Musical, j'y jouerai, j'aime ce jeu de tout mon être, il faudra que j'y joue. Et donc je pars sur Sonia et Conan contre les ninjas, sauf que on m'impose d'avoir une partie de 4 à 5 heures. Sauf que Sonia et Conan contre les ninjas, Guillaume Janté dit bon bah la partie c'est plutôt 1h30 quoi. Ouais, voilà. On n'est pas ça pas tout à fait dans les codes, voilà. Quoi. Je peux faire 3 parties, mais bon, c'est peut-être pas le plus intéressant. Encore que, pourquoi pas. Et donc je me suis dit comment rallonger la durée de ce truc-là sur le thème barbare et tout. Et je me dis faut se distinguer des autres, pensons barbare. Barbare, ça veut dire non grec et tout. Grec, attends grec, philosophe, symposium, parce que moi je connaissais le jeu du coup, qui avait été testé à la cellule. Donc voilà, c'est ma mention obligatoire de la cellule, c'est bon, merci, au revoir. Et je dis, c'est trop bien, je vais faire ça. Et donc, moi l'idée que j'ai, c'est donc de faire une partie de symposium. Et pour faire le lien avec le thème barbare qui est attendu, parce que bien sûr c'est Conan le barbare, on est là-dedans. La dernière carte qu'on va tirer, la carte de fin de partie, c'est qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans la vie, et donc là je vais répondre du tac au tac la réplique de Conan que j'ai déjà oubliée naturellement, parce que je suis pas grande fan de Conan le film, autant j'aime bien les romans, autant le film je le trouve assez oubliable pour la peine, même si c'est un film charnière dans la représentation de l'heroic fantasy sur le grand écran et dans la culture populaire. Mais c'est un film qui a mal vieilli. Aujourd'hui, tu le revois, tu fais c'est quand même pas foufou, quoi. Heureusement qu'il y a Schwarzenegger dedans, mais... Pas dire, je ne l'ai jamais vu. Tu peux, éventuellement. Je te conseille quand même de le voir, mais je te conseille surtout de lire les bouquins Conan, ceux de Robert E. Howard, bien sûr. Pas ceux de Sprague de Camp, parce que pour la peine, c'est 2 idéologies très différentes. Robert E. Howard est un nihiliste, et donc on est vraiment dans de la dark fantasy à la Lovecraft, mais dans un monde médiéval fantastique, avec un mec trop bête pour avoir peur et trop fort pour se faire tuer. Ouais. C'est à peu près comme ça qu'il le définit lui-même. Conan, il survit à chaque fois d'un cheveu, quoi. Mais des trucs qui devraient tuer n'importe qui. Et donc, ça remet un petit peu en question le bienfait de la civilisation. Tu vois, il y a un côté, je
trouve assez dark fantasy, comme on en parlait l'autre Oui, fois, ouais, longuement. clairement. Voilà, il y a vraiment ce truc-là de si la société nous affaiblit au final, comparé à quelqu'un qui envoie valser tous ses codes, est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif? On va parler des jeux du jour. Hein, je sais que c'est un peu long, mais voilà, t'inquiète pas, comme Martin, on va parler de toi aussi. Hein. Alors que Sprague de Camp, lui, c'est plutôt The American Dream. Conan est parti de rien, il va devenir roi et tout. Et bon, du coup, c'est limite deux façons opposées de construire un personnage. Pour parler du même, c'est un peu dur. Ouais. On croirait, c'est simple, on croirait lire les évangiles. Voilà, ça D'accord, c'était mon troll. C'est un peu. Je visualise du coup totalement ce que tu voulais dire. C'est une très bonne image. Et donc, pour ce faire, le problème de Symposium, le gros problème de Symposium, c'est qu'il n'existe pas en français. Et donc, pour ce faire, je me suis dit, si seulement je connais quelqu'un dont le métier était traductrice. Voilà. J'ai regardé dans mon portefeuille où j'ai un nombre assez incalculable de cartes de visite et j'ai trouvé la tienne. J'en ai 5 ou 6 exemplaires d'ailleurs. 5 à la base. Alors ouais, maintenant j'en ai un de moins parce que je l'ai donné à Brocknard, je crois, quand j'étais à Octogone. C'est le but de nous donner plusieurs proches justement pour qu'elle bien sûr. voyage. Bien sûr, oui, je sais bien. Et donc c'est là que tu entres en jeu, je te laisse poursuivre. Hein, écoute, oui, après, là, de toute façon, le principal est fait. Hein, c'est-à-dire que du coup, je vais faire la traduction, que j'ai commencé d'ailleurs, des cartes. C'est un bon défi parce que, mine de rien, il faut que ça rentre dans les cartes, quoi. Ouais, alors même si moi je veux faire des cartes beaucoup plus grosses, soit en A6, soit en A5, je sais pas encore, puisque je risque d'avoir des personnes malvoyantes à ma table. Donc je vais faire une version super contrastée et tout. Je t'enverrai les visuels finaux. Ça sera une collaboration jusqu'au bout. Mais voilà, donc c'est pour ça que tu es en train de lire Symposium, c'est de ma faute. Mais tant mieux si ça te plaît. Non, mais c'est cool. Bon, moi, je vais répondre à ma propre question rapidement, puis après, on va attaquer, parce que je vais pas dire cet épisode est une commande, parce qu'il y a évidemment eu aucune transaction là-dessus, mais on est venu un peu me tirer la manche en me disant « dis donc, tu veux pas parler de mes jeux? Ça a l'air cool. » Mais donc, je réponds à la question d'abord, parce que c'est notre émission, donc en fait, on s'en fout. Moi, je dirais que ça se joue entre prosopopée, donc qu'on a déjà chroniqué, où il y a des liens évidents à faire avec Jardin des Esprits d'ailleurs. Mais pareil, prosopopée, c'est un jeu de rôle plus ou moins classique, mais qui est tellement, qui est narratif et simulationniste que on est vraiment dans une autre utilisation. Même les dés vont te servir de dés qu'à la toute fin, c'est des tokens pendant tout le long du jeu. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, oui, il y a un système de jeu, mais c'est quand même... moi, de toute façon, c'est simple, c'est le jeu qui m'a ouvert les yeux sur c'est pas que Donjons et Dragons et l'Appel de Cthulhu, en fait, le JDR. Ouais. Ça, c'est le seul jeu chroniqué. J'en ai 3 que j'ai pas chroniqué, dont 2 auxquels j'ai jamais joué. Ouais. Donc, je commence par celui auquel j'ai joué. Il s'appelle Girl Underground. Girl Underground, c'est Alice au pays du magicien d'Oz. En gros, donc c'est une petite fille qui vit donc dans une société qui a des règles, qui va découvrir le chemin de Narnia dans son armoire du tunnel du Lapin Blanc. Oui, parce qu'il y a aussi un côté Narnia, si tu veux. Et qui va arriver donc dans un autre monde. Et en fait, ce jeu-là est très atypique pour 2 choses. La première, c'est que il y a la petite fille qui est un personnage qui va tourner entre toutes les participantes. Et en même temps, les participantes vont jouer un livret, parce que c'est un PBTA évidemment, vont jouer un livret d'une créature. Alors, ça peut être un certain nombre de choses, je vais pas les développer, mais voilà, qui va accompagner donc la petite fille dans son périple. Et donc sur un truc de narration tournante où voilà, on va jouer tantôt notre personnage, tantôt l'adversité, tantôt la petite fille. Ce qui est cool. Donc super intéressant. Et en fait, au début du jeu, on note sur des post-it les principes du monde réel fictionnel. Et au fur et à mesure, on va retourner ces post-it pour montrer la transgression de la petite fille qui arrive dans ce monde où elle est libérée de son carcan beaucoup trop réel, quoi. Tu vois. Donc moi j'avais trouvé ce dispositif super intéressant. Ouais, après voilà, on a fait juste une petite partie qui était limite une session 0, tu vois, on a créé les règles, on a créé les personnages, on a fait une scène ou 2, tu vois, histoire d'eux, et on n'a jamais continué. Mais ça m'a fait acheter le jeu. Et après donc un autre jeu que je joue depuis un petit moment mais auquel j'ai jamais joué,
qui est un jeu d'Angel JDR, figure-toi, un peu désavoué par Simon Lee, j'en parlais vite fait avec lui une des dernières fois que je l'ai vu. En fait, le dispositif du jeu est vraiment très très atypique. En fait, on joue, il y a 2 personnages, ça se joue exclusivement à 2 et c'est du semi-GN. Parce qu'en fait, il y a vraiment une composante physique au jeu, qui est de poser sa main sur celle de l'autre. C'est pas plus que ça. Mais bon, quand même. Et en fait, donc il y a un détective de police qui est prêt à tout pour incriminer une personne qui est suspect d'un crime horrible. Donc c'est le côté horrible. Il n'y a pas beaucoup de mécaniques de sécurité émotionnelle en fait dans le jeu, et c'est ça que Simon Lee regrette un petit peu. C'est pour ça qu'il le met un peu sous le tapis, très honnêtement. Il m'a même dit, quand je lui ai dit, tu sais, j'ai jamais joué, il a l'air cool, il me dit, c'est même pas la peine d'y jouer, quoi. Je dis, quand même, je ferai au moins une partie, mais j'entends l'avertissement, et je pense que c'est un avertissement pertinent. Mais Ouais. voilà, malgré tout, je trouve le dispositif vraiment cool. Donc l'autre personne est donc ce suspect là, coupable désigné presque, oserais-je dire. Et en fait, l'inspecteur de police est tellement prêt à tout qu'il va utiliser un rituel de magie vaudou pour essayer de rentrer dans la mémoire de l'autre. Et donc on va jouer une collection de souvenirs et tout. Ce qui est cool, c'est le seul truc de sécurité émotionnelle. Alors, il me semble que c'est dans ce sens-là, c'est l'inculpé qui doit mettre sa main sur le poing fermé du détective. Et en fait, on est dans les souvenirs tant qu'on garde la main posée sur le poignet. S'il y a un truc qui nous gêne, on peut lâcher la main et ça sert un peu de X-card, tu vois, diégétique du coup. Oui, je l'ai dit. Donc c'est intéressant. Après, voilà, mais mécaniquement, je sais pas ce qu'il vaut, mais le dispositif m'avait beaucoup plu. Et là, tu vois, moi aussi, en répondant à la question, je viens de penser à un autre jeu. Pareil, je n'y ai jamais joué, mais j'en ai déjà parlé à un certain nombre de gens, mais pas à toi, me semble-t-il. C'est My Centipede Boyfriend, traduit en français par Fabien Hildwein et renommé donc J'aime un mille pattes. Je trouve malheureusement on perd beaucoup du... Ouais, je t'en ai déjà parlé. On perd beaucoup du titre anglais. C'est dommage. Il y a une rythmique à My Centipede Boyfriend qu'on perd totalement, je trouve, dans J'aime un mille pattes, mais bon, c'est pas de sa faute. Bon, pareil, je sais pas ce que ça vaut vraiment à jouer, mais le dispositif a l'air fascinant. Donc l'idée, c'est de ramener des objets incongrus. Pour il y a une personne qui est sur une chaise, qui a un bandeau sur les yeux, qui va jouer donc la personne humaine de la relation, l'autre membre de la relation étant un extraterrestre qui est, selon le manuel, potentiellement un mille pattes géant qui tire des lasers avec ses yeux. Et en fait, tous les autres participants jouent le mille pattes et le décor, mais ils n'ont pas le droit de parler. Et ils vont stimuler donc physiquement avec les différents objets ou avec leurs doigts éventuellement pour simuler la bizarrerie du mille pattes et de son contact, la personne qui est assise sur la chaise et qui est en fait en contrôle de la scène. Donc à n'importe quel moment, cette personne peut se lever, mettre fin à la scène et voilà. Oui. À ne jouer qu'avec des gens de confiance, même si je pense que dans la masse, tu vois, s'il y a une personne qui veut déconner, les autres vont l'arrêter. Oui, bah oui, totalement. Et évidemment, avant de mettre le bandeau et de se mettre sur la chaise, on dit ce qu'on n'accepte pas. Tout à fait. Je pense que il y a moyen de faire une bonne sécurité quoi autour de ça. Bon, maintenant on n'y joue quand même pas avec n'importe qui. Oui, ça. Enfin. Et donc. J'ai découvert, figure-toi, en faisant des recherches pour cet épisode, et donc de toute façon j'ai déjà parlé de Comme Martin, mais j'ai découvert un jeu solo de Comme Martin qui s'appelle Personne ne délivre de ma main, où tu vas détruire un paquet de 52 cartes pour y jouer. Alors, petite parenthèse, tant qu'on y est, vu que je savais que tu allais parler de Comme Martin, j'ai fait exprès de ne citer aucun de ces jeux, sinon l'intégralité des jeux de Comme Martin auxquels j'ai pu jouer pourrait être dans mes réponses, qu'on soit bien d'accord. Je comprends, et c'est vrai que d'ailleurs je pensais Par une journée claire et ensoleillée, auquel on avait joué ensemble. Un jeu symbolique où des gens sont obsédés par des symboles qui reviennent dans leur vie, mais ils ne vont jamais démêler la clé du mystère. À la fin, voilà, c'est écrit noir sur blanc. La partie se conclut par l'abandon des PJ face au non-sens de leur enquête, voire de leur existence et ou de leur réalité. Qui est effectivement le premier jeu de Comme Martin auquel j'ai joué, bien avant de connaître l'existence de Comme Martin, pour le coup. Moi, techniquement, j'ai découvert Comme Martin avec... je me souviens jamais dans quel sens c'est. Grindon Mall. Voilà, et sauf que c'était après, quoi, qu'on ait joué à ça. Mais, oui.
C'est normal, hein. Vu son historique, c'est un peu normal que tu aies connu ces, entre guillemets, vrais jeux après ces dizaines de petits jeux. Donc tu l'as découvert dans l'ordre, figure-toi. Pendant ce temps-là dans le métro, Je crois que c'est pendant ce temps dans le métro, tout le monde se trompe, même comme Martin se trompe sur le nom de son jeu. ça reste actuellement l'une des expériences dont j'ai le meilleur, des expériences de jeux one-shot solo, tu vois. Enfin pas solo, mais de jeux en one-shot, tu vois, en une fois, dont j'ai le souvenir le plus agréable. D'accord, moi je l'ai acheté, je ne l'ai même pas lu. Enfin, je l'ai même pas déplié, enfin si j'ai déplié vite fait, mais je l'ai pas lu. Allons dans le vif du sujet, je vais te donner des indices. Donc, on parle d'un triptyque de jeux indépendants français, on parle de jeux anticonformistes, pour ne pas dire anti-système, et surtout, on parle d'un triptyque pas encore sorti, enfin oui, mais non, en fait pas tout à fait, non plus quand même. Au chiotte les références, ici on est là pour faire du neuf, pas pour ressasser le passé comme des réacs. Je vais te parler aujourd'hui de la trilogie du punk, un recueil de 3 jeux, de ou avec comme Martin. Non, parce qu'en fait, il y en a un qui est fait à 4 mains, dont l'autrice officielle c'est Lisa Banana, et bon, il y en a quand même un autre qui est fait à 4 mains avec Nimaël qui a fait la maquette, donc il tire un peu la couve comme, mais bon, c'est comme ça. Si tu sais pas qui est comme, je pense que t'es peut-être pas dans la bonne émission, mais je t'explique quand même parce que je suis sympa. T'auras peut-être remarqué que le gonze, son nom, c'est un prénom. Et je pense qu'on peut pas se fier à des gens comme ça, mais lui, c'est peut-être un cas à part. J'ai fait des recherches sur lui. Ma source principale, c'est Le Point de Paul Gara, saison 1, épisode 35, mais il y a aussi le dernier changé d'angle en date. Tu sais, Alice, celui sans toi. D'ailleurs, Sandrone, on attend l'épisode 8. Comme d'hab, hein, les liens seront en description, t'inquiète. Bref, le gars comme, il a vu le jeu James Bond, il a vu Cthulhu, il a vu NSMV, il s'est dit « Hey, c'est cool le JDR !» Et après, il avait La Lumière avec Influenza, de Thomas Munier. Faudra que je m'y mette à ce foutu jeu. Bon, vu que c'est un pote à Melville, dont on parlera un jour, elle lui a fait découvrir Grand 8, et là, bam, révélation. Je te rassure, hein, il a pas vu Jésus. Il a juste une crise de foi, à force d'écrire un jeu one page par mois pendant 2 ans. Mais le gars comme, il a appris plein de trucs en nous pondant 24 jeux. T'as des créateurs moins punk qui ont fait moins de jeux que ça dans leur vie entière, alors bon, tu sais... D'ailleurs, il y a qu'à se pencher pour ramasser ces jeux, hein. Tu veux un truc nostalgique? Boum, 2 étés. Un truc chelou? Haha, Green Dawn Mall. Un truc avec des sorcières? Ex and the City, auquel t'as joué d'ailleurs. Oui. Quoi? Tu veux des trucs punk? Attends un peu, je vais te parler de ça dans 2 minutes. D'abord, faut qu'on cause de bricoles. Et que je tape dans le micro. Comme une tanche. D'abord, dans sa vie civile, comme il est enseignant. Ensuite, alors enseignant en quoi, j'en sais rien, faut pas trop m'en demander. Ensuite, il est cofondateur avec notamment Marion Amar, mais il me semble qu'il y a aussi Sandrone dans le lot, mais bon, ça faudrait aller vérifier, du site Et pourtant elle joue, qui recueille les témoignages de femmes qui ont vécu des comportements et des agressions sexistes, voire sexuelles dans le milieu de JDR et GN. Est-ce que j'ai besoin de te dire que c'est le genre d'initiative qu'on aime bien? Je crois pas, mais bon, c'est quand même fait. Ensuite, l'impression de cette trilogie du punk, ce sera en financement participatif sur BackerKit en février 2026. C'est pour ça qu'on en cause aujourd'hui. Les jeux sont d'ores et déjà disponibles en Pay What You Want sur Itch.io. C'est pour ça que je te disais qu'ils étaient sortis, mais en fait oui, mais en fait non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et encore une fois, tous les liens seront en description, donc t'as même un lien pour t'abonner à la future préco pour l'impression. Ça y est, j'ai fini de faire la punk. Je le fais mal d'ailleurs, mais bon, c'est fait. Alors c'est rigolo, c'est un ton qui va être relativement commun dans les 3 jeux, les trucs, c'est plutôt fun. Et donc, passons tout de suite au premier jeu, mais je mets une petite virgule musicale, parce qu'il y a 3 jeux, j'avais envie de mettre des musiques. Alors toutes les musiques sont du même groupe, hein, cherchez pas, je connais un seul groupe de punk, mais faut pas trop m'en demander. Donc, le premier jeu, c'est X and the Punks, qui est plus ou moins une réécriture partielle de Ex and the City, mais pas tout à fait. Dans ce jeu de 40 pages, dont la maquette est de Nimaël, donc voilà, c'est là qu'on parle de Nimaël, on joue un groupe de sorcières qui luttent contre les forces du mal. Alors, t'écris mal comme tu veux, hein, avec ou sans E et avec ou sans accent circonflexe. Ça marche pour les deux. Un peu façon K-pop Demon Hunter. Si vraiment fallait que je fasse une citation de culture populaire. Bon, en vrai, la base, elle nous donne 4 possibilités, même si on peut en inventer d'autres, et c'est écrit dans la base qu'on peut en inventer d'autres. Les 4 possibilités, c'est un gang de tagueuses, des héroïnes de dessins animés, un groupe de musique ou une bande de guerrières punk. Il n'y a pas de MJ, chaque personnage a 2 caracs, donc X qui sert à faire des actions fantastiques et magiques et démoniaques et tout ce que tu veux, et Punk pour, je cite, vivre vite, frapper fort et ne jamais s'excuser, bon à savoir en fait tout le reste.
Quand on fait un jet de dés, on jette des pièces en l'air, autant que son score dans la carac qui va bien. Si c'est du hex, faut faire pile, on compte les piles, on met les piles de côté, et ça va nous servir pour après. Et si c'est punk, c'est face qu'il faut faire. De mémoire, parce que j'y ai joué, j'ai fait une partie en ligne avec Com, mais ça commence à dater. T'as 10 points à répartir entre hex et punk. Avec un minimum de 1, bien sûr, 1 ça va sans dire. C'est un jeu émergent qui est très cool, comme je dis, j'ai eu l'occasion de faire une partie test et j'ai pu constater que le jeu n'a pas spécialement bougé depuis que j'y ai joué. Il y a peut-être eu plus de cadres, nous on n'avait que le cadre du groupe de musique. En tout cas c'est celui qu'on avait choisi. Il y avait peut-être d'autres cadres, je suis arrivé un peu à la bourre, donc voilà. Mais ma foi, une bonne expérience. Quand nous étions plus jeunes, nous étions anarchistes, nous faisions peur aux bourges qui s'effrayaient d'un rien. Dès que s'agitait un drapeau noir, ils fumaient comme des bêtes, que la vie était belle, au bon vieux temps des crêtes. Le deuxième jeu, c'est On était punk. Là, c'est un jeu écrit à 2 mains avec Lisa Banana, qui est l'autrice officielle du jeu. Enfin, en tout cas, c'est sur son itch.io qu'on va pouvoir le trouver. Et malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Lisa Banana, à mon grand regret. Non, parce qu'autant Nimael, on peut trouver des trucs. Enfin, je le suis sur... on peut trouver des trucs... Tu noteras que j'étais tellement à l'arrache que je n'ai pas cherché des trucs sur Nimael, mais Nimael, on peut vraiment assez facilement trouver des informations. Je le suis sur Blue Sky, d'ailleurs, big up à lui, parce que c'est Yel qui nous a mis dans la liste des comptes de jeux de rôle à suivre, quoi. Donc voilà. Mm-hmm. Et donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 77 joueuses, un jeu purement narratif avec des tables aléatoires. Et franchement, j'ai adoré lire ce jeu. Parce que la fiction qui est racontée, elle est super cool. Ouais. En fouillant dans des vieux cartons, on va trouver plusieurs objets incongrus et un lié à un obscur groupe de punk. Alors, dans la base, il y a un nom qui est suggéré au groupe de punk que je trouve trop bien, c'est Die Kartoffelsalat, ou la salade de pommes de terre dans la langue de Bilal Hassani. On va mener un petit peu l'enquête et on va être amené à correspondre avec d'autres personnes via Internet ou via courrier. Et peut-être qu'on va en découvrir plus sur l'histoire du fanzine « Ta mère est une punk ». Et en fait, la structure du jeu est super intéressante et elle répond à ces différentes étapes de la fiction dont je t'ai parlé, puisqu'il y a d'abord une partie solo, c'est là qu'on va trouver les objets en fait. Ouais. On va passer dans une phase à plusieurs, donc voilà, jusqu'à 77, même si ça fait beaucoup, où on va en fait retracer l'histoire du groupe. Et, de façon optionnelle, on peut mettre une phase très méta, en fait, où on va échanger avec d'autres groupes de joueuses qui ont fait les 2 premières étapes pour essayer d'inventer collectivement l'histoire d'usine. Et pour ça, je trouve que c'est plutôt malin, on va utiliser Internet et le hashtag « Ta mère est une punk ». Ah, c'est cool. Ouais, celui-là je l'ai pas testé, mais l'idée me plaît beaucoup, et notamment ce coup du changement d'échelle, tu sais, solo, groupe au singulier et groupe au pluriel m'attire vraiment énormément. Ah ouais, c'est très cool. Je trouve que ce changement de scope, je sais pas, moi ça résonne avec la vision que j'ai du punk, parce que le punk c'est un peu une révolte en soi, donc ça commence toujours un peu individuellement, mais ouais. À terme, tu vois, ça marche mieux quand tu nous regroupes. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois tout à fait. Nous vivons tous dans un monde violent, accrochés aux arbres, comme des orang-outans. Et le 3e jeu, et non des moindres, c'est Sex, Violence, Caca 3. Je te laisse te remettre du nom du jeu. Hein. Voilà. On change complètement de registre pour parler du premier jeu imprimé sur du PQ. En tout cas, si le crowdfunding le fait, et ce serait quand même la classe. Donc, participer à ce crowdfunding, on veut un jeu de rôle imprimé sur du PQ. On est dans de la SF façon Flash Gordon, je dirais, mais s'il avait copulé avec un étron cosmique, puisque on joue des esclaves sur la planète Étron, et le but c'est de se rebeller contre le maître. On a 3 attributs, violence, donc pour faire de la violence, sexe, pour faire du sexe, et caca pour faire des trucs dégueulasses. Et en fait, le jeu, c'est une espèce de pierre-papier-ciseaux, mais avec donc les attributs violence, sexe et caca. T'as 7 points à répartir dedans. Les points servent pas du tout à avoir des bonus, mais en fait, tu peux dépenser un point pour réussir une opposition. Okay. Alors, je n'ai plus l'ordre de prédation, on va dire, de violence, sexe et caca, donc tu m'en voudras pas, mais voilà. Non. Je crois que sexe bat violence, violence bat caca et caca bat sexe. Probablement quelque chose comme ça. Honnêtement, j'aurais du mal à rendre justice au jeu juste en parlant. J'étais écroulé de rire pendant toute ma lecture. Heureusement, il n'y a que 9 pages, sinon je pense que j'en serais morte. Ça a l'air aussi débile que mon jeu Moustache et Mousquetaire, mais en plus trash.
Bah, c'est ça. Je pense que c'est clairement dans la catégorie de ces jeux il faut jouer pour comprendre. Il faut jouer pour vraiment se situer. Ou les lire, en tous les cas, minimum. Oui, c'est ça, faut les lire. Enfin, c'est vraiment. Faut les expérimenter soi-même, quoi. C'est ça. Voilà, écoute, c'est mon incroyable présentation des 3 jeux de ce triptyque, donc la trilogie du punk. Bon, on n'a pas vraiment encore d'idée du montant du pledge et tout, mais franchement, ça a l'air cool. Ne serait-ce que, voilà, sexe, violence, caca 3 est peut-être un peu plus underground Oui, pour des raisons évidentes. Je pense. Mais au moins, ça donne de la variété au triptyque, tu vois. Ah ben complètement. Mais moi, c'est clair que je vais participer. Je vous invite à le faire. Bien sûr, si on n'oblige personne. Comme je l'ai dit, donc c'est Com qui est venu me trouver en disant il va y avoir ça en février, si vous pouviez en parler dans l'émission, soit en décembre, soit en janvier. J'ai dit bon, on va pas bousculer Alice qui a ces ordres d'épisodes prévus jusqu'à 2048. Donc j'ai préféré chambouler le mien, ce qui m'a obligé à briser une annonce, pas une promesse, j'ai jamais promis, mais j'avais annoncé à un autre auteur de jeux français que je parlerai de son jeu cette année. Et ben c'est pas grave, ce sera l'année prochaine, tant pis. On est trop demandé, c'est pour ça, écoute. Bah, j'avoue que c'était quand même une belle surprise d'être démarché par Com pour parler de ça, donc moi je dis bah ouais, carrément, hein, c'est parti quoi, on y va. Voilà, est-ce que tu as des questions, des remarques ? Non, pas spécialement. Après, du coup, la présentation est assez rapide, mais ouais, vraiment. Ouais, bah j'ai pas forcément voulu mettre les mains dans le cambouis. Bien sûr. Enfin, dans le caca, je veux dire. Mais justement, sur une même thématique, et quand même, le punk, il y a quand même 3 propositions qui sont super variées. Ça, franchement, c'est super cool, quoi. Et elles font toutes envie à leur manière, quoi. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que Accent the Punk, j'ai pu y jouer, donc voilà. On avait une fiction assez cool. On était un groupe de punk et à la fin, on a défenestré le gérant d'une maison de disques qui était en fait un sorcier démoniaque qui voulait juste nous exploiter. Donc on lui a défoncé sa mère avec nos sorts de sorcière punk. Comme chacun devrait le faire. Bah oui, je pense. On était punk, donc vraiment là, trop bien. J'ai hâte de jouer à ce jeu et vraiment là, je sais pas si ça va vraiment être suivi, mais je pense, tu vois, que mine de rien, s'il y avait cette impression, il y aurait peut-être plus de gens qui y joueraient. Ouais. Et bon, Sexe, Violence, Caca 3, non, moi je tiens à ce jeu de rôle imprimé sur du PQ. Hein. Franchement, il faut le faire. Comme a fait ses recherches, ce serait le premier jeu de rôle imprimé sur du PQ. Ah oui, ça c'est certain. Ce serait peut-être sûrement le dernier aussi, je pense, tu vois. Pas sûr, franchement pas sûr. Il peut inspirer du monde. Est-ce que toi, ça t'a peut-être donné envie de pledger quand on aura les infos, bien sûr? Bah ouais, ça tient bien. Alors après, voilà, le premier, je n'ai pas joué, comme je dis, mais je joue au précurseur de jeu. Ouais. Donc, il me dit bien que le deuxième a l'air super, pas mal intrigué aussi. Bon, le troisième un peu moins, mais parce que je suis un petit peu coincé aussi. Non, je rigole. Mais non, mais parmi les 3, c'est celui qui te parle le moins, quoi. C'est vrai, c'est celui qui me parle le moins quand même. Mais ouais, franchement, il y a matière, quoi. Il y a des trucs assez cool. Enfin, qu'on l'ait en tous les cas. Bah oui, bien sûr. En tout cas, rendez-vous en février pour les gens qui veulent pledge. On fera un rappel en janvier, on fera un rappel en février, naturellement. Il y a donc, comme j'ai dit, déjà un lien pour s'inscrire et recevoir des news quand ça va sortir, cette campagne de full lancement, n'est-ce pas? Et puis voilà, je voulais dire autre chose d'intelligent, mais j'ai oublié. Il va peut-être être temps de passer à la question de la FAQ. Ouais. Non, moi ça m'arrangeait, quand même, je raconte un peu ma life, ça m'arrangeait quand même d'avoir à présenter un petit peu plus succinctement ces 3 jeux, quoi, parce que l'épisode sur Dungeon Crawler Carl, le hors-série, m'a quand même demandé du temps, parce que l'an dernier c'était bien, on avait reçu Queen Jolinar et il y avait rien eu à faire, et c'était parce que j'avais culpabilisé d'avoir rien fait que j'avais sorti un hors-série. Là, j'ai dû écrire 2 épisodes dans le même mois, donc c'était compliqué quand même. Oui, c'était pas du tout la même vibe, quoi.
pas sous le même contexte. C'est ça. Donc, c'est pour ça que, quelque part, ça m'a aussi fait du bien. Si j'avais dû faire l'épisode que j'avais prévu, bon, que j'annonce depuis des mois et des mois et des mois, donc celui sur l'attente et tout, voilà, je pense que j'aurais beaucoup moins bien vécu mon mois de décembre, sachant que là, on enregistre, donc on est le 17 décembre, que l'épisode sort donc dans 8 jours. Bon, ça devrait aller à niveau montage, hein. Et voilà, et que j'ai écrit, comme je t'ai dit, entre hier et aujourd'hui, l'épisode, hein, factuellement. Donc, ça m'arrangeait quand même d'avoir quelque chose de plus léger. En tout cas, je souhaite vraiment tout le succès possible à cette trilogie du punk, sachant que sur ne l'écoutez pas, comme dit dans le petit texte pour présenter la trilogie du punk, qu'il n'est pas punk et même loin de là, je ne suis pas d'accord. Tu es fait punk d'honneur, c'est comme ça. J'aime bien l'idée. Il est temps de passer à la question FAQ. Je la lis et tu réponds peut-être ? Oh, ouais. Donc une question de Untread qui disait donc quels sont les outils, donc générateur 2D, moyens audio, etc., que vous pouvez conseiller à un MJ qui voudrait lancer une table en ligne pour la première fois ? Bah, c'est vrai que pour ma part, en termes d'outils, parce que moi, je fais quand même pas mal de jeux de rôle en ligne, mais je fais surtout pas mal de jeux de rôle via Discord, principalement. Donc c'est beaucoup en termes de potes Discord que j'ai en tête. Et c'est vrai que l'avantage de Discord, c'est qu'il y a plein de lanceurs 2D, par exemple, différents qui existent et qui sont assez efficients. Bon, c'est surtout Disperser qui est utilisé, parce qu'en plus, il a l'avantage déjà d'être stable, puis en plus de pouvoir faire plein de choses un petit peu exotiques, utiles dans certains jeux, comme les dés explosifs ou ce genre de choses, qui permettent de trier les résultats des dés, qui peut être très pratique quand même. Par contre, il y a un truc, alors ça m'embête un peu parce que ça fait plusieurs années que j'ai pas utilisé ce bot-là, mais aux dernières nouvelles, c'était la meilleure solution que je connaissais via Discord pour pouvoir partager de la musique sans risquer les pubs YouTube, les interruptions et tout ça. C'était les bots Red, mais c'est un peu compliqué à mettre en place pour tout à fait honnête. Ça demande un petit peu d'être à l'aise avec l'informatique. Donc ça, voilà, c'est pour ce qui est de Discord. Après, sinon, j'ai pas vraiment d'outils en tête, si ce n'est plus des sites comme Roll20, pour le coup. Tout à fait, ouais. Ça serait plutôt ça que je vais avoir en tête. On va vite avoir fait le tour, pour le coup. Alors, il y a aussi, je me souviens jamais le nom, mais de toute façon, toi, tu vas en parler. Vu que tu fais beaucoup de tables dessus. Ah oui, je sais de quoi tu veux parler. Ouais. J'en parlerai pas, non, mais tu parles de Miro. Ouais, non, je parle pas de Miro. Playingcards.io alors ? Oui, voilà. Oui. Playingcards.io, voilà, c'est ça. Qui peut être aussi un outil assez pratique pour faire des tables quand il y a des objets à manipuler, notamment des cartes, par exemple. Eh oui. Très pratique. Non, je pense que c'est tout. J'ai vite fait le tour. C'est une question qui est assez intéressante, mais c'est vrai qu'à titre personnel, je n'ai pas forcément grand-chose à recommander. Je vais beaucoup te rejoindre. Après, c'est vrai que je peux lister un peu plus de choses, mais pour moi, le plus simple, c'est le mieux. Effectivement, un bot Discord pour les lancer de dés, puis voilà. Voilà, totalement. C'est vraiment, pour moi, c'est amplement suffisant. Selon le jeu auquel tu joues, hein, naturellement. Bien sûr. Je trouve que c'est vraiment très bien, quoi. Après, donc tu as cité Roll20, on peut citer Let's Roll aussi, qui est sympa. Alors, selon ce qu'on veut faire, l'un est mieux que l'autre. Je peux pas dire il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est vrai. Roll20, si tu veux faire des trucs quadrillés, genre pour Donjons et Dragons, c'est parfait Roll20, voilà, vraiment. C'était conçu à la base avec Donjons et Dragons en tête. Oui, c'est normal. Comme la plupart des parties, de toute façon, en ligne, sont des parties de Donjons et Dragons. La plupart des parties tout court sont des parties de Donjons et Dragons. Oui. Malheureusement, pour du combat tactique avec quadrillage, machin et tout, Roll20 défonce tout. Let's Roll va permettre beaucoup plus de liberté. Miro, c'est une espèce de whiteboard partagé à la base pour faire des trucs de bureau, mais on peut le subvertir en truc de jeu de rôle. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça, dont comme Martin d'ailleurs, justement, oui. Qu'on salue des fois qu'il écoute cet épisode pour une raison obscure. Miro me crispe un peu, je sais pas. Je l'ai utilisé pourtant, mais... J'apprécie pas non plus, j'arrive pas à m'y faire. C'est, je sais pas, rigide, et en même temps, en fait, un clic et tu défonces tout, quoi. Donc, j'ai beaucoup de mal. Disons que on voit que ça n'a pas été prévu pour. Moi qui, à la base de formation, vient à la base de l'informatique et de l'ingénierie informatique, je vois totalement Miro comme un outil très efficace pour ce qui a été prévu pas pour faire du jeu de rôle. Typiquement, je n'ai utilisé Miro pour ma campagne de Monsters Week que parce que la table était déjà faite, quoi. Je suis à côté de la table, donc c'était déjà fait. Mais sinon, après, c'est pas horrible, hein, bien sûr, mais... C'est pratique, mais c'est pas parfaitement optimisé. Après, je dis pas que...
Ce que tu vas faire sur Miro, tu pourras pas le faire sur Roll20, ou en tout cas moins bien. Enfin voilà, le problème est là, c'est qu'à un moment, faut choisir. Enfin, selon ce que tu veux faire, faut trouver le bon outil. C'est vrai pour playingcards.io aussi, quoi. Je veux dire, voilà, il y a des choses que tu peux faire facilement, des choses que tu ne peux pas faire sur playingcards.io. Ah, mais on notera qu'à part Roll20 et Let's Roll, pour l'instant, on a cité que des plateformes qui ne sont pas concurrentes pour le coup, parce qu'elles font toutes des certificats pour des choses différentes. Non, parce que par exemple, des sites de whiteboard, à part, enfin le tableau blanc, à part Miro, il y en a d'autres. Là, j'ai plus de nom en tête, c'est dommage. Mais il y en a d'autres qui existent, si tu veux. Donc, techniquement, vous avez moyen de trouver quelque chose, une autre version qui vous plaît mieux. Il y a moyen de fouiller un petit peu, mais en tout cas, dans les types de plateformes, on est sur ça, quoi. Mais après, je voulais citer un peu d'autres outils. Dans les moyens audio, il y a toujours Watch Together, qui permet de diffuser la même musique, hein, qui est la meilleure alternative donc au bot Discord, qui effectivement avait été squeezé par YouTube, parce que ça permettait d'aller lire des choses. Sachant que sur Roll20, on peut importer des musiques et les jouer à tout le monde, donc ça peut être aussi une solution pour ça. Et qui d'ailleurs... Je reviens dessus d'ailleurs, c'est pour ça le bot dont je parlais, Red, nécessite un peu de programmation parce que du coup, c'est un bot qu'on fait tourner localement sur le PC avec les musiques localement sur le PC pour contrôler ça. C'est pour ça que c'est un peu une complexité. Mais oui, Watch Together est une bonne alternative à ça. Ouais, tout à fait. Je pensais aussi, moi, à des outils auxquels on pense moins. Il y a un outil de tirage au sort en ligne qui permet donc de mettre un tableau avec X entrées et d'aller choisir un truc. Alors évidemment, tu pourrais prendre un simulateur 2D, mettre un numéro à chaque item de cette liste et jeter un dé. Le truc, c'est que tu peux dire, maintenant que cet objet a été sélectionné, je l'enlève de la liste. Ça, c'est bien. Oui, c'est quand même drôlement pratique. Donc moi, j'avoue que j'aime bien. Un autre outil qui peut s'avérer utile dans certains contextes... Ah oui, donc, pardon, pour les tirages au sort, moi, j'avais utilisé le site Plouf Plouf. Voilà, c'est comme ça, ça s'appelle Plouf Plouf. Donc, un autre outil qui peut être utile aussi, selon certains trucs, c'est un timer en ligne, partagé. Ah, oui. Ça m'est arrivé pour jouer à Sombre, par exemple. Sombre 0, il y a beaucoup de notions de timer. Donc, j'avais utilisé Chronograph. Il y a une partie où tu vas en fait éditer un chrono de temps, et il y a un lien que tu vas pouvoir envoyer aux gens qui vont regarder le chrono. Ce qui fait que tout le monde a le même chrono. Ouais. C'est quand même bien pratique. Après, voilà, selon ce qu'on veut faire, parce que ça c'est des outils qui peuvent directement avoir un impact dans la partie. Après, moi je peux proposer encore d'autres outils qui vont être très très différents et qui vont pouvoir servir à des choses très spécifiques. Donc, je pense à RPG Map, qui permet de faire une petite carte compatible avec Roll20 notamment, ou un petit peu en pixel art et tout. Enfin, moi j'aime bien, hein. Je m'étais bien amusé. J'avais fait des maps de la campagne Invincible, toutes les maps j'avais fait avec RPG Map. Ouais. Et après, je regarde un petit peu, parce que j'ai plusieurs trucs ouverts, il y a un autre outil pour faire des maps qui s'appelle Dungeon Map Doodler. Pareil, tu choisis ta taille et tout, c'est plus ou moins la même chose en ligne et peut-être avec un peu plus d'outils. Tu peux choisir plusieurs styles de trucs, enfin voilà, franchement c'est plutôt cool. Sinon, il y a Medieval Fantasy City Generator, c'est un gars qui s'appelle Watabu, qui a un itch, et donc directement sur l'itch.io de Watabu, on peut accéder à Medieval Fantasy City Generator, donc sur le navigateur, pour créer des maps qui vont avoir des noms. On peut prendre n'importe quel élément et le déplacer. Enfin voilà, c'est assez sympa. Ouais, c'est assez cool. Ouais, franchement, voilà, c'est de la génération procédurale, mais après on peut vraiment modifier les trucs un peu comme on veut, et c'est plutôt pas mal. On peut reroll, on peut changer les couleurs, enfin voilà, on peut changer tous les éléments, on peut renommer les choses, enlever, mettre un cours d'eau, faire une nouvelle cité, enfin voilà, c'est assez sympa. C'est bien parce que souvent dans ce genre d'outils graphiques, dans le cas du jeu de rôle, parfois c'est compliqué d'être dans l'édition une fois que les choses sont actées. Des fois les outils sont pas toujours très intuitifs pour pouvoir modifier les choses, quoi. Ouais, tout à fait. Là, pour la peine, voilà, c'est pas un outil d'une complexité hallucinante, hein, mais voilà, il est plutôt pas mal, quoi. Je trouve assez sympa. Moi, j'avais bien aimé.
encore un truc de map pour faire du Roll20, c'est Hamlet Map Generator, sachant qu'il me semble que c'est uniquement en ligne, celui-là, donc c'est directement dans le navigateur. Voilà, hop, je génère une nouvelle map, sous tes yeux ébahis, bon, tu vois pas mon écran, mais voilà. Et en fait, t'as des générateurs de boissons, voilà, t'as un certain nombre de trucs, le site est assez complet. Mais ça met un petit peu de temps à tout charger à chaque fois. Voilà, Drink Generator, je vais juste regarder. Voilà, ça vient de me générer trois boissons de fantasy. C'est cool. Et leur description, leur goût, tout ça. Et leur effet. Cause une audace romantique et des cris. Sachant qu'évidemment, ça n'utilise pas d'IA. Hein. C'est vraiment des générateurs. Old school. Ouais, old school. Procéduraux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Comme il y en a dans le jeu de rôle depuis des années, car les rôlistes n'ont pas attendu cette saloperie d'intelligence artificielle générative pour générer des trucs aléatoirement. Fort heureusement. Évidemment, tous les outils que je cite sont en anglais. Je préfère le dire quand même. Oui, tu fais bien. C'est un point important. Et puis voilà. Après, en termes d'outils purs, c'est à peu près tout ce que j'ai à suggérer. Alors, s'il y a quand même le site Merge PDF, ilovepdf.com, qui permet donc de fusionner des PDF, de séparer des PDF, de compacter des PDF, quand même bien pratique. Après, évidemment, je ne peux que citer le site DeviantArt pour trouver des illustrations. Même si, bon, il commence à y avoir des trucs faits par IA, mais on peut dire qu'on cherche pas les trucs faits par IA. Donc voilà, tout va bien. Alors, je crois qu'il y a quand même quelques histoires sur le site et surtout, par contre, selon ce qu'on recherche, on va tomber sur pas mal de contenu pornographique. Donc, je préfère le prévenir à l'avance parce que voilà. Si on veut du plus spécifique, le DRS, voilà 5edrs.fr, hein, donc qui va compiler un peu tout ce que fait Héros et Dragons est vachement bien pour jouer à Héros et Dragons. Clairement, oui. Après, il y a eddd.org, un site sur Donjons et Dragons, donc, qui a quand même un certain nombre de choses, notamment une traduction de tout ce qui a été Unearthed Arcanas de la version 5. Il y a un truc pour les dons, un truc pour les sorts, un truc pour les invocations occultes. Enfin voilà, c'est quand même bien pratique tout ça. Bah, c'est un site qui met un petit peu à niveau le Donjons et Dragons francophone par rapport aux sorties qui ont été purement anglaises. C'est cool. Ouais, et puis tiens, un dernier truc dont j'avais totalement oublié de parler, c'est un site qui s'appelle Radio avec 5 ou 6 .com, qui permet donc d'aller dans n'importe quelle partie du monde à peu près n'importe quelle époque et d'écouter, on a 3 critères, c'est lent, rapide et bizarre en style de musique. Et d'écouter donc depuis 1900, décennie par décennie jusqu'à maintenant, donc les années 2020, et je vois qu'il y a maintenant aussi les années 2070. Voilà. Ah, il y a des endroits où je peux plus aller maintenant, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on écoute en France en 2070 ? On peut pas écouter 2070, c'est payant. Et donc ça va mettre des vraies musiques. Ah mais d'accord, alors maintenant c'est nul, on n'a plus que... ok, c'est vachement réduit par rapport à ce qu'il y avait avant, maintenant faut payer, c'est un peu dommage. Donc en gratuit, on a 1960, 70, 80, 2000... Ce qui peut être pratique si vous jouez à Tales from the Loop ou Things from the Flood, si vous n'avez pas d'idée de musique favorite. Alors, pour Tales from the Loop et Things from the Flood, j'ai un autre outil audio qui s'appelle Retrowave Radio, donc retrowave.ru. Il y avait une application mobile mais qui marche plus, malheureusement. Et je suis en train d'essayer de charger retrowave.ru en direct. Je ne sais pas si ça marche. Mais bon, je reste sur Radio. L'intérêt, c'est que c'est des vraies chansons qui existent. Donc on a l'erreur de l'hôte pour retrowave.ru. Et ben, ça marche peut-être plus malheureusement. C'était dommage. C'était vachement bien comme site. C'était de la synthwave, des musiques comme ça et c'était en mode radio, donc c'était aléatoire. Bon, tu pouvais skipper les chansons, parce que voilà, tu pouvais dire non, celle-là je veux pas, je veux passer à une autre. Moi, je faisais juste tourner ça, en fait. Coucou, c'est la Célène du banc de montage, ça faisait un petit moment. Je ne pensais pas apparaître dans cet épisode, et en fait, en faisant le montage, je viens de me rendre compte que Retrowave existe toujours. C'est sur le site retrowave.one maintenant. Donc je vous mettrai le lien donc, avec les autres sur le serveur Discord, puisque je vais pas avoir assez de caractères pour tout mettre. Et il y a toujours un chat qui parle, vous voyez, au moment de montage, c'est toujours un peu particulier. Bon, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt.
Je vous laisse avec mon moi du passé, du coup. C'est à peu près tout pour moi. J'essaierai... je mettrai sur le Discord les différents outils dont j'ai parlé. Ça va faire trop long pour la description de l'épisode, malheureusement. J'ai déjà beaucoup de liens. Donc je les mettrai sur le Discord. Puisque je rappelle qu'on a un Discord. Je rappelle qu'on a aussi un Blue Sky. Et aussi, on est sur Facebook. Mais bon, c'est pas le meilleur endroit pour interagir avec nous, Facebook. Mais bon, on existe, du bruit derrière l'écran. Non, je voulais dire un truc intelligent, mais j'ai oublié. Encore une fois, décidément, c'est la fatigue, il est minuit en même temps. Alors vraiment, je sais plus. Est-ce que tu as peut-être un petit teasing pour le mois prochain, quand même? Bien sûr. Le mois prochain, on va être sur un épisode qui va pas être étonnant en tant qu'épisode de ma part, parce que ça va être, comme l'année dernière, un épisode où je vais digresser sur un sujet autre en plus du thème. Et en plus, c'est pas le jeu le plus joyeux qui est. Et en plus, c'est un BPTA, etc., etc. Donc, ça va pas être la surprise, mais ça va être bien quand même. Ça va être cool quand même. Eh ben, comme le dit un de tes gifs préférés, on a hâte d'y être. Ouais. On fait des bisous punk à tout le monde. Et bien, passez de bonnes fêtes, bien évidemment. Bonne fête à J'espère que tout se sera passé pour le mieux, que l'oncle raciste ou transphobe ou machin, vous lui avez bien défoncé sa mère à coups de boule, puis à coups de bête de baseball, parce qu'on est comme ça. Écoute, moi, c'est ce Noël-ci, donc pendant que cet épisode sort, je vais avoir offert à ma tante, et je sais que ça l'intéresse, en plus que ça va lui plaire, un certain essai de sociaux de Julia Dreher qui s'appelle « Sortir de l'hétérosexualité ». Franchement... Oui. J'aurais pas mis ça sur mon bigot, mais voilà. Banger, ce livre, comme on dit. Ouais, vraiment. Mais ne serait-ce que juste l'intro avec l'extraterrestre qui arrive sur Terre et qui ne comprend pas pourquoi la notion de genre et de sexe est importante. Fantastique. Yep. Bon, bien, écoutez, bisous. Et bon boudin, comme on dit. Hello, welcome to the wonderful world of punk. Be careful, for they have long teeth and bite everyone who doesn't like punk music. Feed them only with beer and never say disco in front of them. Thanks. Have fun. 1, 2, 3. Où étais-tu en 77? Le punk est mort, que vas-tu faire?
Alors, pardon, flash spécial. Je viens de recevoir un message sur WhatsApp de ma mère qui est en train de lire Dungeon Crawler Carl parce que forcément, comme j'ai saoulé tout le monde avec l'épisode, j'ai aussi saoulé les gens autour de moi. Et donc, j'ai prêté le volume 1 à ma mère qui m'a dit « Oh là là, je me régale, j'adore Donut », donc le chat qui parle, rappelons-le. J'adore vraiment Princesse Donut et tout. Et là, elle vient de m'envoyer un message en disant « Je pense t'emprunter les autres tomes. Bisous, bonne nuit. » Voilà. Là, c'est bon. Ma mère lit Dungeon Crawler Carl. Lisez, alors, écoutez l'épisode et lisez Dungeon Crawler Carl. Là, vraiment, je peux pas vous dire mieux que ça. Effectivement.